Donc, merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour cette conférence proposée par les Shifters. Euh, donc, ce soir, on va parler de psychologie humaine face aux défis de la transition climatique, enfin transition écologique au sens large. Et donc, on a la chance d'accueillir Aurore Grandin, qui est docteur en sciences cognitives, Nicolas Spatola, également docteur en psychologie sociale et cognitive, et Nicolas Debré, conférencier et vulgarisateur sur ces mêmes thématiques donc de psychologie et également liées aux thématiques de transition climatique. Tous trois font partie du collectif Act Lab qui œuvre pour mettre ces disciplines au service de la transition. Et il nous propose ce soir cette conférence qui va parler des moteurs et aussi des freins au changement. Donc on va leur laisser la parole pour nous éclairer sur ces sujets. À vous de jouer. Alors bonsoir, donc tous les trois, on va vous parler ce soir de psychologie humaine. On va aborder ces questions de transition écologique et de psychologie à travers différents niveaux. On va chacun traiter de ces différents niveaux d'explication sur ces questions-là. Donc moi, je vais commencer par vous parler un peu des questions du niveau individuel. On va s'intéresser à des blocages psychologiques avec un ciblage principalement sur les biais cognitifs. Ensuite, il y aura aussi les niveaux du groupe et de la société qui seront abordés. Bien sûr, il y a des interactions entre ces différents niveaux d'explication sur les questions climatiques, mais on voulait commencer par avoir cette approche-là et on pourra ouvrir sur une discussion aussi ensuite qui va permettre de mêler les différents niveaux. Et donc moi, je vais commencer par vous parler de niveau individuel et de comment les biais cognitifs peuvent être des obstacles à l'action dans le domaine climatique et dans le domaine environnemental en général. Donc ce soir, on vous parle de ces questions de psychologie et de transition écologique. Ça a déjà été un petit peu dit en introduction. C'est vrai que c'est quelque chose qui paraît pas évident. Quand on pense au changement climatique, au rapport du GIEC, on a l'impression que ce sont juste des climatologues, ce sont juste des physiciens et des physiciennes. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports du GIEC, aujourd'hui, ils intègrent énormément de sciences qui sont issues des sciences humaines. Il y a toute une partie, notamment sur l'atténuation, qui porte sur les apports de la psychologie et des sciences sociales. Mais ce sont des choses qui ne sont pas forcément très bien connues du grand public ni des décideurs. Il y a une explosion pourtant de la production scientifique dans ces domaines, mais ça peine encore à être connu et reconnu. Et c'est pour ça aussi ce soir qu'on veut mettre l'accent sur ces aspects-là. Et cette méconnaissance un peu des questions de facteurs humains derrière les problématiques environnementales, au-delà de savoir que le changement climatique est causé par les activités humaines, ça fait aussi que quand on interroge les gens ou quand on réfléchit un peu à quelles solutions sont envisageables par rapport aux questions climatiques et environnementales, ce qui vient en tête pour les décideurs, pour le grand public en général, ça va surtout être des solutions qui sont de l'ordre de la technologie. On va se dire que pour faire face au changement climatique, il va falloir développer les énergies renouvelables, passer à la voiture électrique, utiliser des matériaux isolants, etc. Donc ça, c'est une approche qui va solliciter d'abord évidemment les sciences de l'ingénieur et les sciences naturelles pour proposer ces solutions techniques. On mobilise aussi énormément l'économie avec des approches macroéconomiques. On va penser à des taxes carbone, des incitations économiques pour investir plus dans les énergies renouvelables, etc. Et donc ça fait souvent que les sciences humaines et comportementales sont moins évoquées comme des disciplines qui peuvent contribuer à fournir des solutions, alors que pourtant elles ont énormément d'éclairage à apporter au-delà même des solutions techniques, et même quand on considère ces solutions techniques. Parce qu'en fait, même si on s'intéresse à des solutions technologiques ou macroéconomiques comme les questions de taxe carbone, il y a toujours des aspects sociaux et humains qui interviennent. Si on pense à la taxe carbone, récemment dans l'histoire politique française, on pense automatiquement aux gilets jaunes. Ça nous fait déjà, ça suggère déjà qu'il y a quelque chose de l'ordre de mobilisation politique et sociale derrière. Et si on pense à d'autres solutions plus technologiques, on sait qu'il y a des questions qui peuvent se poser derrière dans leur efficacité et dans leur utilisation par les usagers. Si on pense aux questions d'efficacité énergétique, typiquement comme solution technique pour faire face au changement climatique et aux questions environnementales, on sait qu'on est souvent face à un blocage qui est l'effet rebond. C'est quelque chose qui est généralement très bien connu des ingénieurs et des économistes qui s'intéressent à ces questions-là, mais on n'a pas toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi il y a un effet rebond.
Donc l'idée d'un effet rebond, pour vous montrer un peu plus ce que ça donne, ça va être, si on prend l'exemple d'un véhicule, on peut dire on va améliorer la performance énergétique d'un véhicule, on va faire que pour un même kilométrage, ce véhicule-là va consommer moins de pétrole. Très bien, ça fait une baisse de la consommation de carburant. Là, on se dit, on a une solution technologique, ça va marcher, c'est sûr. Ça va faire qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. En réalité, ça peut vouloir dire que ces coûts de fonctionnement, si on raisonne au niveau de l'utilisateur et de la psychologie du consommateur, on se dit, pour ce consommateur-là, ça lui fait des coûts réduits. Pour un même trajet que je fais domicile-travail, par exemple, ça va me coûter moins cher grâce à la performance énergétique de mon véhicule. Mais ça fait que ça peut m'inciter ensuite, grâce aux économies d'argent, à, par exemple, faire des trajets plus longs et plus fréquents. Je vais me dire, j'ai économisé sur mon trajet domicile-travail, je vais pouvoir prendre la voiture pour aller au cinéma. Et ça peut amener à une hausse de la consommation de carburant au total, si on considère l'ensemble des comportements de l'utilisateur. Et ça peut être également dans d'autres domaines. On peut avoir un effet rebond où juste parce qu'il y a cette baisse de dépenses de carburant, la personne va se dire super, ça me dégage un peu de revenus pour faire autre chose, je vais pouvoir partir en vacances en Espagne et je vais prendre l'avion. Donc on voit que ce développement technologique-là, qui a l'air d'être une solution parfaite, finalement, dans l'utilisation qu'en est faite par les usagers, ça peut générer au final une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça souligne bien que la solution technique, elle est là, elle peut marcher, mais elle ne va pas marcher dans tous les cas. Et il y a des questions de facteurs humains derrière. Et donc des questions d'effet rebond, on sait qu'il y en a dans pas mal de domaines. Je voulais aussi souligner que c'est quelque chose qui s'observe à différents niveaux, et on l'a vu aussi pour la question de la rénovation énergétique, qui est aussi un gros sujet souvent mis en avant pour s'attaquer aux questions climatiques. On sait que c'est quelque chose qui n'a pas fait baisser la consommation globale en Allemagne, et il y a des raisons de penser que c'est une question d'effet rebond dans l'utilisation des consommateurs au final, parce que pareil, on a une meilleure isolation de son bâtiment, on économise sur le chauffage, ça fait qu'on peut se permettre de monter un petit peu plus haut le radiateur, ou alors d'avoir d'autres consommations au niveau du foyer qui sont plus élevées, parce que pour une même facture d'électricité, on peut consommer plus. Donc c'est une solution qui n'a pas l'air de suffire, et il y a des explications psychologiques qui nous permettent de rendre compte un peu de pourquoi on a ces effets rebonds. Un mécanisme qui est isolé et qu'on considère au niveau psychologique comme une explication possible de ces effets rebonds, c'est ce qu'on appelle un effet de licence morale. Qu'est-ce que c'est que cet effet de licence morale? Licence, c'est au sens de permission. J'ai l'impression que j'ai la permission de faire quelque chose au niveau moral, et c'est un phénomène qui s'observe dans énormément de cultures pour tout un tas de comportements qui sont considérés comme étant de l'ordre de la morale. L'idée de la licence morale dans ce cadre-là, ça va être un raisonnement compensatoire. Ça va être de se dire, j'ai commis une bonne action, donc je peux me permettre d'en commettre une autre un peu moins bonne en retour. Donc c'est ça cet effet de licence. C'est parce que initialement j'ai fait une bonne action que ça me donne le droit par la suite de faire une mauvaise action. Et là, dans le cas de notre exemple avec l'effet rebond, ça veut dire si j'utilise moins de carburant avec ma voiture, je peux me permettre de le prendre plus souvent, ou alors je peux me permettre de prendre l'avion pour aller en Espagne. C'est ce raisonnement-là qui va avoir lieu, parfois de manière inconsciente, mais qui fait qu'un consommateur, un utilisateur ou une utilisatrice va se sentir plus légitime à avoir ces autres comportements qui pourtant vont émettre des gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça suggère qu'il y a des aspects psychologiques derrière qu'on ne soupçonne pas forcément quand on considère juste l'option de la solution technologique. C'était juste un exemple que je vous donnais pour introduire un petit peu le sujet, aussi parce qu'au Shift Project, on sait que c'est une association qui est composée majoritairement de personnes qui ont une formation ingénieure ou qui sont intéressées par des questions d'ingénierie. Le Shift Project va avoir beaucoup d'approches ingénieures et d'économie dans ses rapports, donc c'est quelque chose auquel les membres ne sont pas forcément acculturés. Donc je voulais commencer par montrer les aspects humains et sociaux derrière ces questions technologiques. Et par ailleurs, je voulais aussi continuer sur cette conférence qui cible, ce début de conférence qui cible le niveau individuel, en me focalisant un peu plus sur les biais cognitifs. Donc là, je vous ai donné un exemple de licence morale. Ce n'est pas un biais cognitif, mais il y a d'autres mécanismes psychologiques qui relèvent des biais cognitifs. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne sait pas toujours très bien définir. Pour vous donner une définition un peu globale, ça correspond à un mécanisme décisionnel qui nous fait dévier de manière systématique de la pensée logique et rationnelle, donc ce qui est considéré comme une rationalité mathématique. Donc dit comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous plombe, en fait, que c'est juste quelque chose d'irrationnel dans l'esprit humain qui va nous faire systématiquement des erreurs, et que c'est la part un peu bête du cerveau humain. Ça, c'est vraiment un raccourci, et c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un biais cognitif, en fait.
Ça nous fait faire certes des erreurs, des fois ça nous induit en erreur, mais l'idée d'un biais, ça va être qu'en fait c'est une heuristique pour nous faire prendre des bonnes décisions. Un biais cognitif, c'est un automatisme de la pensée et c'est quelque chose qui va nous faciliter la prise de décision. Donc il y a une fonctionnalité derrière les biais cognitifs qu'on va avoir, c'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui vont nous aider in fine à prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Par contre, comme c'est de l'ordre du réflexe, parfois ça nous induit un petit peu en erreur et effectivement ça peut parfois nous mener à faire des erreurs, y compris dans le domaine environnemental. Souvent, les biais cognitifs, ils sont représentés comme faisant partie du système 1 de pensée, donc ce serait un système de pensée plus rapide et intuitif, par opposition à un système 2 qui serait plus réflexif et qui serait de l'ordre du raisonnement rationnel. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par Daniel Kahneman, qui est donc un psychologue qui a reçu le prix Nobel d'économie. Donc ça, c'est un modèle qui est assez populaire en économie comportementale et en psychologie. Il ne fait pas forcément consensus, mais il y a en tout cas l'idée derrière cette notion de biais cognitif que c'est quelque chose qui est de l'ordre du réflexe et de l'automatisme de manière systématique. Je vais vous donner des exemples un petit peu après parce que ça paraît abstrait comme ça et le lien avec le changement climatique, mais c'est ce qu'on va voir juste ensuite. Je voulais juste vous montrer cette diapositive qui n'est pas très lisible, mais juste pour vous montrer qu'on a énormément de biais cognitifs. En fait, c'est une figure qui s'appelle le codex des biais cognitifs, qui est une liste immense de l'ensemble de biais qu'on peut avoir au niveau de l'esprit humain. C'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, ça nous montre juste qu'on en a vraiment beaucoup. Ce qui est intéressant aussi dans cette représentation, c'est qu'en fait, je ne sais pas si les couleurs rentrent très bien, mais il y a une catégorisation visuelle des biais. Et ce qui est intéressant en fait dans cette catégorisation-là, c'est qu'on voit que ces biais cognitifs, ils ont une fonction. Ce n'est pas juste quelque chose qui nous fait faire des erreurs, en fait, c'est quelque chose qui nous aide aussi à agir. Typiquement, il y a un certain nombre de biais qui vont nous servir à agir vite, donc à réagir quand on est dans des situations de danger. Donc ça va être par exemple des biais qui influencent notre perception du risque. Il y a des biais qui vont influencer la manière dont on mémorise et on se souvient d'un certain nombre de choses. Des biais qui nous aident à faire sens quand il y a trop d'informations autour de nous ou au contraire à trouver du sens là où il n'y en a pas. Donc il y a vraiment une fonction derrière ces biais, mais parfois effectivement ça peut être des automatismes qui nous conduisent à des conclusions fausses ou qui influencent nos comportements dans un sens qui est pas forcément désiré quand on considère la question de l'action climatique. Donc les biais cognitifs peuvent effectivement être des obstacles à différents niveaux quand on considère les actions environnementales ou de l'ordre de l'activisme climatique. Pour vous donner un exemple, je voulais commencer par parler du biais de confirmation, qui est peut-être un biais que vous connaissez. Donc le biais de confirmation, ça va être la tendance à ne considérer que des informations qui vont dans le sens de nos croyances préalables. Donc ça fait par exemple qu'on va avoir tendance à favoriser le fait de lire des médias qui vont dans le sens de notre idéologie politique, d'écouter des personnalités politiques qui valident notre idéologie et nos croyances préétablies, de même de l'attention qu'on va porter à différentes choses dans l'espace médiatique. Donc c'est un biais qui va vraiment opérer dans la manière dont on traite l'information au niveau individuel et vous comprenez que c'est quelque chose qui peut jouer beaucoup dans la manière dont on va écouter ou non des médias dans le discours qu'ils ont sur le changement climatique. Et donc le biais de confirmation, c'est quelque chose qui peut parfois favoriser le climato-scepticisme et la désinformation sur la crise climatique. Parce que si on a quelqu'un qui a déjà des croyances comme quoi le changement climatique n'existe pas, quelqu'un qui est dans le déni, qui est climato-sceptique, ça va être une personne qui va avoir plus tendance à consulter des médias conspirationnistes ou climato-sceptiques sur ces questions-là. C'est quelque chose qui va le maintenir dans une bulle informationnelle sélective et qui va l'empêcher de se confronter à d'autres informations qui vont contredire ses croyances climato-sceptiques. Donc ce n'est pas forcément un biais qui va expliquer pourquoi les personnes à la base sont un peu réticentes à l'idée d'admettre la réalité du changement climatique, mais ça va expliquer pourquoi il y a cette résistance et cette persistance du déni du changement climatique malgré l'accumulation de recherches et de production scientifique sur la réalité du changement climatique d'origine anthropique. Donc ça, c'est un premier exemple d'un biais cognitif qui va intervenir vraiment au niveau de la manière dont on traite l'information. Je voulais aussi évoquer un autre biais pour vous donner un aperçu d'un autre mécanisme. Ça va être le biais d'optimisme qui va pas mal intervenir dans la manière dont on perçoit les risques climatiques et dans la manière dont on se sent nous-mêmes affectés ou non par les risques climatiques. Donc le biais d'optimisme, c'est assez transparent aussi comme terme. L'idée, c'est qu'on va sous-estimer la probabilité qu'un événement négatif nous arrive et surestimer la probabilité que quelque chose de positif nous arrive.
Donc ça opère dans tout un tas de domaines, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'environnement. Ça peut faire que les gens vont sous-estimer la probabilité qu'ils développent un cancer, sous-estimer la probabilité qu'ils aient un divorce, qu'ils aient des accidents de la route, etc. Et ça opère également dans la perception de risques climatiques. Ça va faire qu'on va avoir l'impression que les catastrophes climatiques vont moins avoir de chances de nous toucher, nous, que d'autres personnes. Et donc c'est quelque chose que je voulais illustrer en vous prenant cette carte des États-Unis qui est issue de données d'une enquête du centre de l'université Yale qui fait des enquêtes annuelles sur des échantillons états-uniens représentatifs. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est une carte qui est découpée par comté. On a posé la question aux gens, est-ce que vous pensez que le changement climatique va affecter les gens aux États-Unis dans votre pays? Et donc ils pouvaient répondre oui ou non. Et on a les proportions en fonction des comtés qui sont indiquées là. Donc ce que vous voyez en bleu, ça va être quand il y a des proportions plutôt faibles de personnes qui pensent que le changement climatique va affecter les gens. Donc ça va être un peu par là, plus au centre. Et quand c'est plus foncé, plus jaune, ça va être des proportions plus élevées de personnes qui pensent que oui, le changement climatique va affecter la population aux États-Unis. La moyenne nationale, elle est de 61%, même s'il y a pas mal de variations entre les comtés. Donc on se dit que, OK, il y a du climato-scepticisme aux États-Unis, mais il y a quand même cette perception que le changement climatique va les affecter. En tout cas, il y a une majorité de personnes qui le croient. En revanche, quand la question est posée un petit peu différemment et qu'on demande aux gens, est-ce que vous pensez que le changement climatique va vous affecter vous personnellement? Cette fois-ci, la moyenne nationale, elle descend à 46%. Et là, vous voyez que la carte, par rapport à avant, on passe d'une dominante de jaune à une dominante de bleu. Donc là, on est vraiment sur une minorité de la population américaine qui pense qu'elle va être touchée elle-même dans son foyer, dans sa propre personne, par les questions climatiques. Donc c'est une assez bonne illustration du fait qu'il y a ce biais d'optimisme qui existe et en plus qu'il est spatialisé. Parce que ça joue dans la manière dont on perçoit les échelles de risque. Est-ce que le risque il est près de chez moi? Est-ce qu'il est loin? Et là, on voit très bien que les gens ont l'impression que ça va plutôt arriver à leurs voisins ou dans l'état d'à côté. Ce n'est pas quelque chose qui est évidemment spécifique aux États-Unis parce que derrière l'idée de biais cognitif, il y a l'idée d'un mécanisme universel qui est commun à l'espèce humaine. Alors évidemment, on va le voir ensuite, il y a tout un tas d'aspects culturels et sociaux qui vont moduler l'expression de ces biais, mais c'est un biais qu'on retrouve en fait dans la plupart des populations sur l'ensemble de la planète. Et je voulais aussi vous montrer des données françaises qui illustrent aussi ce biais d'optimiste. Donc là, c'est des échantillons français dans différentes villes de France. On a demandé aux participants d'estimer le risque d'inondation par submersion marine dans ces différentes villes. Et on leur a demandé d'estimer, ça c'est des estimations de risque sur cette échelle-là, et on leur a demandé d'estimer à différentes échelles, dans leur maison, dans leur ville, au niveau du pays, au niveau du monde. Et ce que vous voyez, c'est que la perception des risques, elle est systématiquement plus faible, la petite barre blanche là, quand il s'agit de leur maison, que quand il s'agit de la ville, qui est plus faible elle-même en général que la perception de risque au niveau du monde et du pays. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une perception du risque qui dépend de l'échelle et de la proximité par rapport à l'individu. Plus c'est proche de moi, moins je pense qu'il y a un risque par rapport à ces questions de catastrophes naturelles. Donc c'est aussi une assez bonne illustration du fait qu'on a l'impression que oui, ok, on croit au changement climatique, il y a des risques climatiques, mais ça ne va pas me toucher moi. Donc c'est quelque chose qui corrèle donc pas mal aussi avec le niveau d'action ensuite qu'on veut faire au niveau local. Un dernier exemple de biais cognitif que je voulais vous donner, c'est un biais qui est très proche du biais d'optimisme, qui s'appelle l'effet meilleur que la moyenne. Donc il est très proche du biais d'optimisme parce que le biais d'optimisme, ça va être le fait qu'on sous-estime la probabilité que quelque chose de négatif nous arrive ou qu'on surestime la probabilité que quelque chose de positif nous arrive. Là, pour l'effet meilleur que la moyenne, ça va être l'idée qu'on a tendance à un peu surestimer à quel point on est bien par rapport à d'autres personnes sur des traits de personnalité. Donc ça concerne plus les comportements et la personnalité, alors que le biais d'optimisme va concerner plus la perception des risques et des événements dans notre vie. Donc c'est vraiment une tendance générale à s'évaluer de manière plus positive que les autres. Et ça opère dans pas mal de domaines. Ça fait que si je demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous êtes plus généreux ou moins généreux que la moyenne, la plupart des gens vont me dire oui, je suis plus généreux que la moyenne. Alors effectivement, un individu peut l'être plus que l'autre, mais le truc, c'est qu'on l'observe de manière massive sur un échantillon. On va avoir 75% de notre échantillon qui pense qu'il ou elle est plus généreux que le français ou la française moyenne. Et donc ça pose un petit peu problème parce qu'on ne peut pas être toutes et tous meilleurs que la moyenne.
Et donc, ça veut dire qu'il y a un biais de perception quelque part. Et c'est ce que montrent pas mal d'études de psychologie sociale, c'est qu'effectivement, il y a une proportion beaucoup trop importante de gens qui pensent faire mieux que les autres. Et donc ça a été montré voilà, sur tout un tas de comportements, que ce soit des traits de personnalité comme la générosité, mais aussi sur des comportements éco-responsables. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que les gens ont tendance à se penser plus éco-responsables que la moyenne. Et donc, ce sont des choses qui ont été montrées aussi sur des échantillons internationaux. Donc là, je voulais juste vous montrer les résultats d'une enquête qui a été menée par un chercheur. Donc là, c'est sur un échantillon suédois, mais ça a aussi été répliqué sur des échantillons états-uniens, indiens, etc. Et donc, ils ont demandé à leur population, est-ce que, par rapport au reste de la population suédoise, diriez-vous que vous adoptez des comportements éco-responsables plus que la moyenne, ou enfin beaucoup plus que la moyenne, ou beaucoup moins que la moyenne, ou à peu près autant que la moyenne? Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une très très faible proportion de gens qui pensent qu'ils font moins que la moyenne. On est seulement à 8%. Quand même une bonne proportion qui pensent qu'ils en font à peu près autant que la moyenne. Et en fait, c'est une nette majorité de l'échantillon qui pense en faire plus que la moyenne. Et donc ça suggère qu'il y a un petit biais dans la manière dont les Suédois se perçoivent. Tout le monde a un petit peu l'impression qu'il est à peu près dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne, mais il n'y a personne qui pense vraiment faire moins bien que la moyenne, alors qu'il y en a forcément. Et donc c'est un exemple de cet effet meilleur que la moyenne et de la manière dont il peut influencer les perceptions des gens. Sachant que les études montrent que les gens qui ont tendance à penser qu'ils font beaucoup mieux que la moyenne sur ces questions environnementales, ça va être des gens qui ont des intentions d'action dans le domaine environnemental qui sont réduites, ils ont des perceptions de risque du changement climatique qui sont réduites. Donc on voit que c'est quelque chose qui semble être un frein à l'action en fait. Donc c'est une bonne illustration encore d'un biais cognitif qui est un obstacle parfois à l'action environnementale et climatique. Et la question qui peut venir une fois que je vous ai présenté ces différents biais qui sont effectivement des obstacles dans le domaine environnemental, on peut se dire est-ce qu'on peut les contrer ces biais? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que pareil, souvent quand on parle de mécanismes psychologiques ou cognitifs, on a l'impression que c'est une fatalité, que c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. La réalité, c'est que ce sont des biais qui sont modulés par tout un tas de facteurs et que ce ne sont pas les seuls facteurs qui vont influencer le comportement humain. Mais c'est une réalité qui vont avoir un petit rôle à jouer dans un certain nombre de blocages sur les questions environnementales. Donc on peut se dire, est-ce qu'on peut mettre en place des interventions pour débiaiser les individus sur ces questions-là? Il y a encore assez peu de recherches qui montrent des interventions efficaces dans le domaine du changement climatique, mais il y a quand même un certain nombre de recherches qui sont menées, y compris dans le domaine de la santé, qui montrent que le fait de transmettre de l'information personnalisée, c'est quelque chose qui va aider aussi à dissiper ces biais-là, parce que par exemple, quand on pense au biais d'optimisme, le fait qu'on a l'impression qu'on est à l'abri, c'est aussi quelque chose qui est nourri par de l'ignorance. Les gens ne savent pas vraiment quelles sont les projections de risque au niveau local pour leur commune en termes de catastrophes et de submersion marine. Donc avec des informations qui vont cibler très localement la question des risques au niveau local, on peut espérer que c'est quelque chose qui va aider à dissiper un petit peu le biais d'optimisme, même si on sait que c'est quelque chose qui ne marche pas toujours. Il y a des interventions qui ont fait leurs preuves dans certains domaines, mais pas de manière systématique, aussi parce qu'il y a pas mal de résistances et de biais de confirmation qui peuvent faire qu'il y a une résistance à l'information vraie qui est transmise. Et pour finir, je voulais juste souligner que j'ai travaillé sur des interventions qui visent à contrer l'effet meilleur que la moyenne dans le domaine de l'évaluation de l'empreinte carbone, en travaillant sur l'impact d'un calculateur d'empreinte carbone que vous connaissez peut-être. On a utilisé dans notre étude un outil qui s'appelle MyCO2, qui est développé par Carbone 4, donc, qui est une organisation dont Jean-Marc Jancovici est aussi le fondateur. Et donc l'idée de notre intervention, on est encore en train de collecter des données, donc je n'ai pas vraiment de conclusion définitive à vous donner, mais l'idée de notre intervention, c'est de voir si le fait de fournir cette information personnalisée, qu'est le calcul d'empreinte carbone, enfin le feedback sur l'empreinte carbone, avec une comparaison avec la moyenne nationale, est-ce que ça peut dissiper cet effet meilleur que la moyenne sur les questions d'empreinte carbone? Parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité de la population qui pense émettre moins que la moyenne, mais est-ce que c'est une croyance qui est vraie ou est-ce que c'est quelque chose qui est influencé par des biais de perception? C'est l'objectif aussi de notre étude. Mais donc, il y a des interventions qui existent et qui essayent de mettre ça en place.
Voilà, je voulais juste terminer en soulignant encore une fois que ces aspects de biais cognitifs, c'est juste un élément de l'équation. Il y a tout un tas d'autres facteurs qui existent et qui vont être évoqués un peu plus tard par mes collègues. Ce qu'on voit déjà avec l'exemple de l'effet meilleur que la moyenne, c'est qu'il y a déjà une dimension sociale dans ce biais cognitif. Ce n'est pas juste un biais qui opère au niveau de l'individu, ou en tout cas ça opère au niveau de l'individu, mais dans la manière dont il prend en compte son environnement social, dans la manière dont il se compare aux autres autour de lui. Donc ça suggère déjà qu'il y a des aspects de cognition sociale qui sont très importants. Mais je vais laisser mon collègue développer un peu sur ce sujet-là. Merci beaucoup Aurore pour la présentation, merci à tous d'être là. Alors effectivement, on parlait d'individus, mais on parle d'individus dans un contexte social et donc de cognition sociale. Donc l'objectif, ça va être de voir, tiens, mais en fait, ce que font les autres autour de nous, à quel point cela a-t-il un impact sur nos propres comportements. Et donc on va commencer avec un petit exemple où justement ici c'est l'adoption d'un geste éco-responsable où en Californie, eh bien, il y a régulièrement des sécheresses. Et donc ici, concrètement, ils n'avaient plus d'eau, donc il y avait des interdictions d'arroser la pelouse. Le problème étant qu'en fait, les gens se disaient, bon, mais en fait, comment est-ce que je serais vu si moi j'arrête d'arroser ma pelouse? Donc les gens continuaient malgré l'interdiction. Et c'est là qu'on voit le mécanisme de la réputation qui est très important. Parce que pour nous, c'est important de montrer aux autres qu'on est des bons partenaires de coopération, de montrer à nos voisins qu'on fait les choses bien globalement. Et donc concrètement, cette question, elle va être importante. Et notamment, il y a le titre d'un papier scientifique que j'aime bien qui nous dit « La réputation, une monnaie universelle pour les interactions humaines ». Et donc là, ici, on comprend déjà en fait la réputation, c'est quelque chose qu'on gère un peu comme si on allait gérer notre argent, c'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on fait avec. Donc nos comportements, on va les adopter en fonction de « tiens, mais comment est-ce que je serais vu si les autres font ça ?» Donc les normes sociales, que font les autres autour de nous. Et donc c'est de ce sujet-là qu'on va discuter là maintenant. Et donc on va commencer avec une petite définition. Donc une norme sociale, en fait, c'est un peu des comportements auxquels on va se conformer à deux conditions. Première, que la plupart des gens vont probablement s'y conformer. Et la deuxième, qui est que la plupart des gens pensent que les autres vont s'y conformer. Et donc là, le fait qu'on pense que les autres vont s'y conformer, ça a son importance aussi. Et donc ici, on va également faire la distinction entre deux types de normes. Les normes descriptives, ce que les gens font autour de nous. Donc, est-ce que je ne prends pas l'avion, par exemple, ou est-ce que je ne mange plus de viande? Et ce que les gens pensent. Donc là, les normes injonctives. Donc, je pense que agir pour le climat, c'est bien. Ça, c'est une norme plus injonctive. Et donc, ça a son importance. Et donc, concrètement, on va se dire, mais tiens, mais à quel point est-ce que les normes sociales, à quel point est-ce que les comportements des gens autour de nous vont avoir un impact sur nos propres comportements? Donc, il y avait cette étude sur la conservation d'énergie aux États-Unis, en Californie spécifiquement, où là l'objectif des chercheurs était de savoir, tiens, mais pour quelles raisons est-ce que les gens vont-ils réellement économiser de l'énergie? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient fait une petite liste de critères, et ils ont demandé aux gens, tiens, pour quelles raisons est-ce que vous économisez de l'énergie? Et donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait dans cette liste, une des raisons, c'était ce que les autres font. Et les gens indiquaient consciemment d'eux-mêmes que ce que les autres font, c'était la raison la moins importante, donc celle qui allait, selon eux, le moins les impacter. Et en fait, ce que les chercheurs ont vu, c'est que c'était la raison qui les impactait les plus dans leur comportement. Donc concrètement, montrer ce que les autres font, ça peut effectivement influencer nos comportements, et ça, c'est ce qui est repris dans de nombreuses études en psychologie sociale. Et donc, là, on se dit, mais en fait, si ce que les autres font va avoir un impact sur nos propres comportements, on se demande, mais en fait, à une échelle plus large, est-ce que les comportements et les normes sociales peuvent évoluer, peuvent impacter les autres à une plus large échelle? Et donc, il y a ce papier notamment qui est sorti et qui nous dit, les minorités pro-environnement peuvent guider la société vers des points de bascule sociaux et un changement social spontané. Donc on se dit, intéressant quand même, ça peut être cool si on arrive tous à changer. Mais évidemment, on va un peu ici regarder, mais les normes sociales, de manière générale, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez peut-être entendu parler de points de bascule sociaux? À main levée, un peu? Ouais. Ok, nickel. Donc, effectivement, les points de bascule sociaux et comment est-ce que les comportements sociaux
évolue de manière générale dans la société. Et ce qu'on voit, c'est que ce que la littérature nous dit, c'est que le changement social, il est généralement plutôt initié par des minorités. Ensuite, que les normes sociales, elles sont en fait extrêmement résilientes, donc elles changent très difficilement. Et donc ce que vous voyez ici sur le graphe, c'est qu'en fait, on voit que ça peut être très 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 lent, et en un coup, quand on passe un point de bascule social, donc une masse critique, eh bien on va voir ce changement exponentiel qui va nous amener vers un autre équilibre. Et donc, effectivement, ce changement, il a plutôt tendance à se faire soudainement que de façon très linéaire. Donc vous n'allez pas avoir un changement qui va se faire comme ça ici, mais ça va être plutôt soudain. Donc ça, c'est l'évolution des normes sociales. Et concrètement, si vous allez chercher un peu dans la littérature, on va voir qu'en fait, elles se propagent d'abord localement, et puis ensuite peuvent se propager entre les groupes. Et donc là, on voit un peu ce parallèle avec un virus, par exemple, où on a vraiment cette propagation qui se fait par contamination, on va dire, donc de normes sociales. Ah, les sources, toujours important. Alors, maintenant, les points de bascule sociaux, eh bien, quand on regarde dans la littérature, eh bien, on a des chercheurs qui ont essayé de modéliser comment est-ce que et quand ces points de bascule peuvent arriver. Parce qu'évidemment, si on arrive à prédire ça, c'est quand même pratique pour savoir quand les choses vont changer. Le truc, c'est que c'est quand même relativement complexe. Donc ici, il y a des chercheurs qui ont pris un modèle et qui ont fait une expérience pour essayer de voir comment, s'ils arrivaient à répliquer le modèle, ce qu'ils ont réussi à faire. Et on voit ici, en fonction du point de bascule social, donc ici, qui peut être entre 0 et 40%, 43% là-haut, on voit que si le point de bascule social est trop élevé, eh bien en fait, il n'y a pas de changement. Donc concrètement, le coût pour les instigateurs du changement, il est trop important. Et donc en fait, des normes délétères peuvent tout à fait se maintenir, donc des comportements néfastes. On reprend l'exemple des gens qui arrosent leur pelouse. Ça peut tout à fait se maintenir malgré le fait que, en fait, individuellement, on ait tous envie de changer. Donc, si je reprends l'exemple que j'avais donné avec les Californiens qui arrosent leur pelouse, ce qu'ils avaient fait, c'est tout simplement installer des pancartes devant les maisons des gens, où les gens pouvaient indiquer « Ah ben moi je n'arrose pas ma pelouse pour économiser l'eau ». Et donc comme ça, on pouvait directement signaler à nos voisins en fait, qu'on l'a adopté pour certaines raisons. Et donc là, la réputation était, disons, sauvegardée. Et donc, je le disais, il est possible qu'il n'y ait pas de points de bascule sociaux. Et ici, la question, ça va donc être s'il n'y a pas de mesure de coordination. Donc là, je disais avec l'exemple pour les pelouses, eh bien là, c'est l'État local qui a mis quelque chose en place. Mais là, ici, s'il n'y a pas de mesure de coordination, si le coût pour les instigateurs du changement, qui peut être réputationnel, qui peut être physique, est trop important, eh bien, il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de point de bascule social. Donc ça, c'est une information qui est relativement importante. Et effectivement, ce qui va être important, parce qu'on parlait de cet effet de meilleur que la moyenne, où en fait les gens ont l'impression qu'ils font mieux que les autres, mais il y a aussi une question de visibilité des comportements. C'est-à-dire que si on n'arrive pas spécialement à voir ce que les autres font autour de nous, eh bien, il y a des comportements qui peuvent se maintenir tout simplement parce qu'on voit les comportements néfastes qui se maintiennent. C'est-à-dire que si vous voyez les autres qui continuent à prendre l'avion, eh bien, vous allez continuer à prendre l'avion. Et donc, il y a en fait cette question de la visibilité des comportements néfastes versus la visibilité des comportements vertueux qui va être particulièrement importante. Et donc là, ici, c'est ce qu'on appelle de l'ignorance pluraliste. Si on n'arrive pas à correctement identifier la norme actuelle au sein de la population, au sein du groupe. Ici, une étude, un bon exemple, c'est cette étude de Prentice et Miller, où là, ils ont été regarder les étudiants aux États-Unis sur un campus, et ce qu'ils ont vu concrètement, c'était qu'il y avait une minorité de gens qui consommaient de l'alcool de façon excessive, mais que le comportement étant extrêmement visible, eh bien, les autres ont confondu ça avec la norme effective. Et donc les gens se sont conformés en pensant que la majorité des gens consommaient de l'alcool de façon excessive. Donc là, évidemment, on confond la norme, et donc il y a un mauvais équilibre qui se crée, mais par ignorance pluraliste, parce qu'on surestime le comportement effectif.
Donc là, il y a des interventions qui peuvent être mises en place justement pour montrer aux gens, tiens, mais en fait, le comportement effectif de consommation d'alcool excessive est beaucoup moins important que ce que vous pensez. Et ça fait en sorte que les gens se disent, ah, en fait, la plupart des gens consomment comme moi, du coup, moi, je peux continuer à consommer de façon normale et raisonnée. Donc là, ici, on a cet exemple de l'ignorance pluraliste, mais qui va avoir un impact sur la coopération. Donc par exemple, si moi j'ai l'impression que les gens autour de moi en fait consomment, prennent l'avion de façon excessive, que tout le monde le fait, si je n'arrive pas à voir que les autres en fait prennent moins l'avion, eh bien je risque moi de ne pas coopérer. Ça on appelle ça la coopération conditionnelle. Je coopère si tu coopères. Donc on peut regarder ça par le prisme du triangle de l'inaction que vous connaissez certainement. Et donc ça peut avoir son impact. Donc concrètement, en fait, on va se demander, mais les autres sont-ils prêts à faire des efforts? Font-ils des efforts? Est-ce qu'on peut les voir? Oui ou non? Alors, je vais vous poser une petite question. Selon vous, dans le monde, quelle est la proportion de gens qui sont prêts à contribuer 1% de leurs revenus pour lutter contre l'action climatique, contre le réchauffement climatique? Donc, à moins de 5 personnes sur 10 dans le monde, on va faire à main levée. Donc, moins de 5 personnes sur 10 qui sont prêtes à contribuer 1% de leurs revenus pour lutter contre le changement climatique. Ok. Et plus de 5 personnes sur 10. Ok. Ok, c'est pas mal. Ce qui est effectivement, bon, là évidemment j'ai un peu déjà dressé le cadre en parlant d'ignorance pluraliste, mais concrètement, il y a cette étude qui a été menée sur plus de 130 000 personnes à travers le monde pour savoir en fait si les gens étaient effectivement prêts à contribuer de leurs revenus pour lutter contre le changement climatique. Et ce qu'on voit, c'est que en perception, les gens pensent que à peu près 4 personnes sur 10 sont prêtes à contribuer 1% de leurs revenus pour lutter contre le changement climatique. Et en réalité, on est plus proche des 7 personnes sur 10 qui sont effectivement prêtes à contribuer 1% de leurs revenus pour lutter contre le changement climatique. Donc ça fait qu'il y a quand même un gros écart. Et quand on considère le mécanisme de coopération conditionnelle, on se dit, en fait, on est en train de matérialiser un équilibre qui n'est pas le bon, où les gens vont moins coopérer parce qu'on pense que les autres ne vont pas coopérer. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est sous ces estimations de la coopération, ça peut être un gros frein à l'action. Alors, maintenant, on peut se dire, on sait que montrer ce que les autres font autour de nous, ça peut avoir un bon impact sur les comportements, et donc concrètement, on peut essayer d'utiliser ces normes sociales. Et effectivement, rendre les comportements visibles par des messages écrits, quand il s'agit d'une majorité de gens qui adoptent un comportement, c'est-à-dire plus de 8 personnes sur 10 font ceci, ça peut aider à ce que plus de gens adoptent ces comportements. Alors maintenant, il y a évidemment aussi le cas où ce sont des minorités de personnes qui adoptent des comportements. Là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on va dire il y a une personne sur 10 qui fait ceci, ça risque de ne pas avoir d'impact. Donc concrètement, c'est là où on peut utiliser ce qu'on appelle les normes dynamiques. Donc dire il y a de plus en plus de personnes qui font ceci, de plus en plus de personnes qui ne prennent plus l'avion, par exemple. Et donc là, la littérature nous montre qu'effectivement, ça peut être efficace. Donc ici, je mettais cet exemple où voilà, il y a de plus en plus de pays qui considèrent de rendre l'écocide comme étant un crime. Ou alors il y avait, je ne sais pas si vous avez suivi les campagnes sur l'interdiction d'aller miner dans les fonds marins. Et donc là, ce qu'on voyait dans les communications, c'est il y a pays l'un après l'autre qui se positionnaient sur le moratoire pour éviter le minage des fonds marins. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait utiliser, même vous au quotidien, dire de plus en plus de personnes font ceci, ou en tout cas rendre visibles les comportements vertueux pour mener à plus de coopération et plus de gens qui les adoptent. Alors, il y a évidemment certaines limites à l'utilisation des normes sociales, parce que concrètement, on ne peut adopter des comportements s'ils sont possibles et saillants. Alors ici, on peut avoir justement un bon exemple de choses qu'on peut faire pour faciliter l'adoption des comportements, parce qu'en fait, on est des êtres, mais dans un contexte. Et donc, foncièrement, si on
change le contexte, on risque de changer les comportements. Là, ici, sur un comportement individuel, ça va être installer des infrastructures vélo, donc des pistes cyclables, ça va faire en sorte que plus de gens se mettent à faire du vélo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, vu que c'est un comportement relativement visible, ça va faire en sorte que les autres peuvent s'y mettre aussi. Mais évidemment, nous sommes dans une société, donc pas juste des comportements individuels qu'on veut adopter, mais des comportements plus collectifs. Et vous avez des initiatives plus collectives, plus larges. Par exemple, ce village en Alsace qui a essayé de faire en sorte d'être autonome en énergie et en alimentation. Et donc concrètement, on peut aussi essayer de rendre visible ce genre d'initiatives qui aujourd'hui sont plus difficiles, donc on voit moins, mais qui permettent elles-mêmes justement de modifier le contexte et faire en sorte que les comportements soient adoptés plus facilement. Alors, pour finir, eh bien, on peut se dire, mais utiliser les normes sociales, c'est quand même sympa, ça peut permettre potentiellement d'atteindre des points de bascule sociaux, mais évidemment, il y a quand même des limites. Donc, il y a cette étude ici qui est une méta-analyse sur les interventions comportementales pour voir en fait lesquelles fonctionnent réellement ou non. Et ce qu'elle nous montre concrètement, c'est que si vous regardez ici dans le domaine de l'environnement, que utiliser des normes descriptives, en fait, ça a des effets mineurs, que utiliser des normes injonctives, ça a des effets négligeables, que en fait, modifier l'accès, ça a des effets plus grands. Donc concrètement, là, on se dit, mais en fait, il y a quand même effectivement certaines choses qu'on peut regarder pour essayer de faire modifier les comportements. Bon, évidemment, il y a des limites à ce genre d'études, mais là, ici, on se dit, c'est effectivement, modifier le contexte, ça peut aider. Maintenant, on a parlé de normes sociales dans un contexte. Le contexte peut être différent ici et ailleurs. Et donc là, maintenant, on va passer plus sur l'aspect société. Donc je vais laisser la parole à Nicolas. Je vous relaisse 2 secondes pour scanner le QR code pour reposer vos questions parce qu'on va en avoir besoin juste après et je bois un coup. C'est bon, tout le monde est retourné sur le Booklab. Donc, j'ai la tâche de vous parler de cette 3e partie qui intègre en fait tout finalement ce dont on n'a pas parlé et qui tend à fonctionnement de nos sociétés, la manière dont on interagit les uns avec les autres et la manière dont on structure ces sociétés-là dans un environnement physique, puisque de toute façon, vous et moi avons un corps. Bonne nouvelle déjà, en fait, par rapport à ce qu'on a parlé avant, si on cherche des points de bascule sociale, une récente étude a montré que, je relis les chiffres, 72,2% des personnes dans le monde, enfin en tout cas dans les pays qui ont été étudiés, sont pour avoir des politiques environnementales à minima plus intéressantes, mais en tout cas plus impactantes. Et donc techniquement, on pourrait se dire, le problème est résolu. 72,2%, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de personnalités politiques qui aimeraient avoir ce soutien-là. Mais en fait, évidemment, il y a des choses un peu plus complexes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit jusque-là, en fait, ça s'exprime dans un contexte et même dans des contextes. En fait, ce contexte a des dimensions. On a la dimension physique, comme je vous ai dit, l'environnement dans lequel on vit. On a le contexte culturel. En fait, c'est les valeurs qu'on va partager tous ensemble, qui sont issues de notre histoire, mais aussi en fait, de notre vécu. Et on a le contexte sociétal, qui est la manière dont on va structurer finalement en fait, notre vivre ensemble. Donc, un aspect un peu plus politique, dans le sens gestion de la cité. Je vais commencer par le contexte culturel et je vais essayer de vous faire une introduction en fait, à ces ensembles, à ces 3 dimensions. Évidemment, je ne pourrai pas être exhaustif sur le sujet, puisque ce sont des dimensions d'études à part entière. Là, ce que je vous montre, c'est une dimension, une valeur culturelle qui est beaucoup étudiée, qui s'appelle l'individualisme-collectivisme. C'est un continuum sur lequel on étudie à quel point dans un pays, je vais revenir sur la définition de ce mot pays juste après, mais dans un pays, on valorise l'individu par rapport au groupe, où on priorise en fait typiquement la réussite de l'individu, versus des logiques beaucoup plus collectivistes où là, le groupe est la structure primaire à laquelle en fait est contingent le bien-être de l'individu.
Et donc le bien-être du groupe prime sur le bien-être de l'individu, puisque c'est le groupe qui prime. Donc, vous devez reconnaître des aires culturelles qui vous sont familières, évidemment, mais il est bon aussi, surtout au cas où certains fassent de l'histoire intégrative ici, de mentionner que la représentation avec des frontières est extrêmement limitée en termes théoriques, c'est-à-dire que la culture, ça ne se limite pas en fait, à des petits traits des frontières artificielles. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide et ce sont des échanges en fait, en permanence de populations et ça s'explique dans une dynamique et au cours du temps. Donc, pourquoi je vous parle de culture et pourquoi je vous parle d'individualisme collectivisme? Parce que comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, on a des interventions en normes sociales qui sont proposées. Donc des normes prescriptives qui sont l'approbation. Nous, en tant que société, on approuve que vous fassiez ça. Et des normes proscriptives, désapprobation, on désapprouve que vous fassiez ça ou ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les cultures individualistes, la norme prescriptive, donc quand on dit « c'est bien que vous fassiez ça », marche beaucoup mieux que dans les contextes collectivistes. Et inversement, dans les contextes collectivistes, en fait dans les cultures collectivistes, c'est les normes proscriptives, la désapprobation qui marche le mieux. Pourquoi cette désapprobation? Parce qu'en fait, il y a un rapport à l'ostracisation possible du groupe. Et si le groupe est dominant, me faire éjecter du groupe parce que je n'ai pas respecté le groupe, ça marche moyen. Surtout pour mon bien-être individuel qui en dépend. Ce qui est intéressant, c'est que cette culture, elle imprime pas seulement en fait, ce qu'on va faire en termes de normes sociales qui marchent ou ne marchent pas, elle imprime la manière dont vous pensez le monde, la manière en fait, dont vous voyez le monde et dont vous l'analysez. Pour faire simple, on peut partager en fait, les styles cognitifs, en tout cas dans ce cadre-là, en deux catégories. On va dire le style analytique, qui est de se dire, quand j'étudie un système, je désagrège ce système en parties et j'étudie chaque partie pour les comprendre. Et un style plus holistique, où là, cette fois-ci, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'étudier l'approche est plutôt d'étudier le système dans son ensemble et pas de considérer les unités comme simplement une somme. Ce qu'on remarque, c'est que dans les cultures individualistes, c'est plutôt ce système analytique, donc de désagrégation, qui est privilégié, alors que dans les systèmes collectivistes, il va y avoir plutôt une approche holistique. Évidemment, on peut avoir des modérations là-dessus, mais on va dire que les dominantes sont plutôt comme ça. Et donc forcément, si vous avez un même problème et que vous étudiez un système, l'un va le désagréger, l'autre va essayer de l'étudier comme un système entier. Chacun peut avoir des côtés positifs et des côtés moins positifs, mais en tout cas, c'est un fait que ça modifie votre manière d'analyser le monde. Donc, j'ai parlé de cette culture et de cette empreinte et je viens de vous parler en fait, de cette manière de percevoir le monde. Mais le monde, en retour, a un impact direct sur nous. Tout bêtement, la manière dont on vit en collectivité, dont on pense le monde et dont on pense nos rapports sociaux, oui c'est ça, dont on pense nos rapports sociaux dépend également de l'environnement dans lequel on évolue. Une prévalence importante de pathogènes tend à pousser, en fait, encore une fois, des modérations sont à développer, mais on pourra en parler plus tard. Mais une prévalence importante de pathogènes tend à pousser les individus à plus de conformité, à plus de collectivisme, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la meilleure manière d'ordonner la société pour qu'elle réponde en fait, à une menace sur elle-même. Et donc, avoir ces comportements de conformité, et de collectivisme, de penser au groupe avant l'individu, permet de mieux répondre en fait, à ces problématiques. Si vous pensez en fait, la manière dont on a réagi au Covid-19 et la manière dont ça a repensé notre fonctionnement social, on est en plein dedans. Vous avez également en fait, des phénomènes de rareté. Vous pouvez être dans des situations où une ressource est plus ou moins importante. Et on s'est rendu compte que quand on est dans ces contextes-là, quand on est dans ces situations-là, on va avoir une tendance à ce qu'on appelle de l'individualisme vertical, c'est-à-dire qu'on va reprendre en fait, notre individu comme centre de point d'intérêt et on va valoriser celui qui a la ressource qui est la plus rare. Et donc si vous avez les signes extérieurs de richesse, c'est exactement ce principe-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui pousse à l'individualisme. Et enfin, peut-être très intéressant si on se projette à 40-50 ans, c'est qu'on voit que dans nos sociétés,
les valeurs, en tout cas, qui sont liées à la tolérance ou au progressisme social, je parle de progressisme social, sont liées en fait à l'abondance. C'est-à-dire que dans les sociétés où il y a le plus d'abondance, vous avez le plus de tolérance, vous avez le plus d'acceptation de l'autre et vous avez le plus d'évaluation en fait, des mœurs par rapport à l'acceptation des autres. On peut, je vous reparlerai en fait de la situation inverse dans quelques instants. Évidemment, donc on a notre environnement qui nous impacte, mais on a aussi en fait une perception sociale de cet environnement. En fait, on a tous et toutes une vision du monde, la manière dont on l'apprécie. Par exemple, si vous allez en Corrèze et que quelqu'un est dans sa ferme là-bas et adore sa ferme là-bas, et que vous lui parlez de Paris, ça va être le Mordor pour lui. À l'inverse, en fait, si quelqu'un a passé sa vie à Paris, a grandi à Paris, adore cette ville, utilise le mot province et pense à l'extérieur du périphérique, c'est sauvage. Évidemment, en fait, le rapport est plus le même. Et pourtant, en fait, ils ont une existence assez similaire, mais simplement le rapport à l'environnement est différent par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, je vais arriver à mon dernier point. Donc en plus je suis dans le timing, qui est le contexte sociétal. Et le contexte sociétal, comme je vous l'ai dit, c'est la manière dont on organise notre société ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des propositions plus ou moins extravagantes qui proposent de percevoir en fait notre problématique, en tout cas aujourd'hui pour ce qui nous intéresse vis-à-vis de l'environnement, dans une espèce de triade où on aurait le social, l'environnement et l'économie. On pourrait discuter de ça des heures, mais, et avec plein de critiques, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de penser en fait cette représentation du monde et de se dire, ok, on va prendre cette hypothèse pour argent comptant et on va rentrer dedans et se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne des résultats un peu comme ça, évidemment que vous ne pouvez pas lire sans que je vous les explique, et c'est ce que je m'empresse de faire. En rouge, vous avez donc différents pays, c'est au niveau social, c'est au niveau sociétal, donc France, Allemagne et Inde. Et la question était à quel point il faudrait prioriser l'environnement. Et donc j'ai standardisé, en fait vous n'avez pas besoin des unités parce que là j'ai standardisé pour qu'il y ait une comparaison très directe entre les deux courbes. Donc à quel point il faut prioriser l'environnement en absolu. À quel point c'est ça qu'il faut faire. Et donc vous avez les réponses en rouge. Et ensuite, même personne, on leur dit à quel point il faut prioriser. Donc, c'est des ensembles sociétaux. Hein, on ne parle pas de l'individu sur ces échelles-là. On parle vraiment en fait de réponse au niveau d'une société. À cette société, quand on lui pose la question à quel point il faut prioriser l'environnement par rapport à l'économie, on se retrouve avec la courbe bleue. Et donc là, on touche quelque chose qui est assez pertinent, c'est que de penser en absolu, dans un cadre politique, dans un cadre sociétal et d'organisation de la société sur ce qu'on doit faire, le penser en absolu n'a absolument aucun sens, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on priorise par rapport à quoi. Ça, ce sont les mêmes, encore une fois, vous embêtez pas, parce que je vais prendre un raccourci, ça, ce sont les mêmes questions dans tous les pays qui ont été investigués dans cette étude et dans tous les pays qui sont encadrés en rouge. Du moment où on rajoute la question économique, on drop en fait, pardon, on va éviter les anglicismes, mais on diminue en fait les intentions des gens vis-à-vis de l'environnement. Et donc ça, c'est assez intéressant. Dans une étude là, elle est en pleine révision, là, j'y bossais tout à l'heure dans le train, mais on a demandé, en plus j'ai pris un exemple aux États-Unis, parce que pour éviter de discuter de notre politique à nous, mais l'idée c'est de se dire, voilà, on a un continuum libéral, enfin pas un continuum, mais on a 3 groupes, libéral, modéré et les conservateurs. Et on pose ces questions-là de priorisation. On reprend la triade qui a amené et on pose cette question de priorisation. Et là, ce que vous voyez, en fait, donc il y a la même surface de sphère, mais en fait, la priorisation, en fait, vous voyez simplement les différences de priorisation. Et ce qu'on remarque, vous l'avez déjà remarqué, donc je ne suis même pas obligé de le pointer, mais je vais le faire pour jouer avec le laser, c'est qu'au niveau économique, on a une prépondérance qui grossit à mesure que vous allez vers du conservatisme. Et là, évidemment, ceux qui en pâtissent, c'est d'abord l'environnement et ensuite le social. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes, puisque évidemment, si on a un niveau sociétal et qu'on se dit comment on va réorganiser notre société, il est évident qu'en termes de politique publique, ce n'est pas la même chose ici qu'ici.
Et ça structure en fait l'entièreté des comportements qui peuvent ou pas être admis en fait dans la société. Comme disait Nicolas tout à l'heure, il y a une grosse question d'accès et en fait ça en fait partie. C'est des politiques publiques. Alors comment changer le niveau macro ? Bon, là c'est compliqué puisqu'on est à un niveau macro, donc faut quand même y mettre du sien ou pas. Mais je vais reprendre ce contexte-là et vous dire pour chacun qu'est-ce qu'on peut faire. Contexte physique, bon ça on sait faire. On sait le changer, il n'y a pas de souci, et on est en train de le faire. Donc, je ne vais pas développer plus là-dessus. Maintenant, en fait, le contexte sociétal, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en termes d'organisation de la vie en société, et pour que des nouvelles valeurs viennent imprimer en fait la manière dont on organise nos sociétés, il faut qu'il y ait une institutionnalisation de ces valeurs. C'est-à-dire que si vous avez le meilleur combat du monde, mais qu'il n'y a pas de réponse institutionnelle derrière ou que ce n'est pas institutionnalisé, vous avez le meilleur combat du monde. Ça, on a déjà des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. La Convention citoyenne pour le climat, c'est une institutionnalisation en fait, et une reconnaissance institutionnelle en fait, de la question climatique. Bon, la transcription a été, mais en tout cas, ce que ça a permis, c'est de préparer des possibles. C'est-à-dire qu'on a en fait des idées qui sont posées sur le rendu qui a été fait par la Convention citoyenne, et ça permet aussi de créer des pressions. C'est-à-dire que mettre quelqu'un devant ses propositions et d'essayer d'argumenter, en fait, ça peut être intéressant à un niveau politique. Vous avez aussi en fait un document qui a été produit par la Fabrique des Transitions et qui est sorti il y a 1 ou 2 jours, sur en fait, la mise en récit, comment on met les choses en récit à un niveau sociétal pour que ça crée des possibles, pour que ça crée des imaginaires différents et qu'on sache qu'on ait une idée de où on veut aller. Et enfin, changer la culture et les normes. Donc évidemment, on est à un niveau structurel, on est à un niveau organique, donc les changements doivent être structurels et organiques. Donc vous pouvez en avoir de plusieurs sortes. Sécurité existentielle, si vous commencez à avoir des morts partout, évidemment, en fait, ça change la manière dont on organise la société, on pense la société et on définit ce qu'on veut. Vous avez le remplacement intergénérationnel. Donc, de génération en génération, par exemple, on est plus tolérant, on a des valeurs plus progressives, comme je vous l'ai dit. Mais ça prend du temps, c'est sur des pans de 20 à 30 ans. Vous avez évidemment des pressions écologiques et environnementales. Donc, je vous ai dit les pathogènes, etc. Mais une guerre, c'est un très bon exemple de comment ça change les valeurs et les structures d'une société, quoi. Et enfin, on a les crises systémiques et les effondrements partiels des systèmes. C'est-à-dire que si tout ou une partie du système vient à lâcher, il faut restructurer ce système et le penser avec de nouvelles formes. Évidemment, il y a des choses plus ou moins acceptables là-dedans, il y a des choses plus ou moins regrettables, mais les choses sont ce qu'elles sont, et aujourd'hui, elles sont comme ça. Donc, j'ai la lourde tâche de conclure, de faire un lien en fait, entre l'ensemble des apports qu'on a pu vous faire. Et ce que je vous propose de faire, c'est essayer de vous laisser une image qui va vous rester en tête, vous regarder en tête. Donc souvent, en fait, surtout en psychologie, on a tendance à vouloir s'intéresser à ces personnes-là, c'est-à-dire à se dire, ouais, il y a des gens qui sont climato-sceptiques, ça a été dit en introduction d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas motivés, etc. Ok, pourquoi pas, c'est évidemment important et c'est évidemment crucial. Mais il y a peut-être un truc qui est encore plus crucial, c'est de se poser la question de pourquoi ce gars-là qui est en train de caresser des arbres n'est pas le premier des écolos. En fait, structurellement, il a toutes les informations. Structurellement, en fait, il est informé. Structurellement, en fait, il sait, en fait, il a des hypothèses sur vers quoi on doit aller, etc. Pourtant, il n'est pas 2 tonnes de carbone. Pourtant, en fait, il a des comportements qu'il sait nuisibles et qu'il a toujours nuisibles. Et donc ça, c'est aussi intéressant de se poser la question pourquoi nous, qui sommes conscientisés ici dans cette salle, on n'est pas vertueux non plus, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça crée un continuum entre ce mec-là et ce mec-là. Oui. Et forcément, en fait, penser ce continuum, c'est penser les processus qui sont derrière plutôt qu'essentialiser des individus. C'est intéressant de discuter de ce qui se passe à CNews et des présentateurs et de dire lui, il est comme ça, mais en fait, au final, ça ne nous apporte pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de penser les processus sous-jacents. Une autre manière de le voir, c'est se dire qu'il y a peut-être un besoin de repenser la manière dont on pense nos sociétés ou qu'on pense la manière dont on adresse les problèmes.
Si tout de suite je vous dis, bon ben, dans 5 minutes, dans 15 minutes, pour vous laisser un peu plus de temps, dans 15 minutes, on va tous partir en rando. On va tous partir en excursion même. Je vous emmène quelque part dans le monde vous devez préparer votre sac. Donc là, vous pouvez commencer à penser à ce que vous allez mettre dans votre sac. Ok, il me faut ça. Oui, je sais qu'il me faudrait ça et ça et ça et ça. Maintenant, on passe à un niveau groupal. Et en fait, je vous dis, il y en a la moitié qui partent avec eux et l'autre moitié qui partent avec eux. Donc la moitié va bien rigoler, mais plutôt potentiellement avoir des problèmes et se dit, ok, j'aurais peut-être dû prendre plus dans mon sac. L'autre moitié va aussi rigoler, mais elle se sentira plus en sécurité. Et là, déjà, en fait, vous vous dites, ok, peut-être que j'aurais dû faire des ajustements dans mon sac. Je suis parti dans le mauvais sens. Et maintenant, en fait, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que pour la moitié d'entre vous, vous partez dans le désert, et l'autre moitié, vous partez sur une calotte, sur un glacier. Et bien forcément, là, ceux qui ont pris des tongs à ce niveau-là, en se disant, voilà, je suis prêt avec mon sac, et qui se retrouvent à marcher en tongs sur la banquise, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Donc, cette image, à quoi elle sert? Elle sert à dire, il y a peut-être en fait à renverser le système dont on pense. Parce que le système traditionnel dont on pense, par lequel on pense, c'est plutôt un truc qui fait comme ça. Et en fait, changer cette vision va nous permettre en fait, de nous adapter beaucoup plus. La première question, c'est de se dire où on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. Quel est l'objectif en fait, sociétal en fait, qu'on imprime dans nos comportements, dans notre société, etc. Ça, c'est une décision. Ce n'est pas une décision technique, c'est une décision premièrement philosophique et ensuite politique. Ensuite, avec qui on le fait, comment on collabore ensemble, comment on se dit, ok, toi tu fais ça, moi je fais ça. C'est des choses qu'a mentionné Nicolas, mais en fait, il y a tout un intérêt à se dire comment on réfléchit ensemble à comment on fait pour aller où on veut aller. Et enfin, on peut commencer à se dire, ok, dans notre sac à dos, on peut mettre ça, 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 on a des solutions techniques ou pas, on a des solutions low-tech, on a des solutions high-tech pour ce truc-là parce que c'est le plus approprié, mais au moins, on le fait par rapport à une vision de où on veut aller. On ne le fait pas parce qu'on a. C'est une bonne conclusion, en fait. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de noter vos dernières questions que vous avez à disposition. Et que vous avez envie de nous poser. On va dans un instant en fait, vous ouvrir la possibilité de voter pour les questions des autres personnes ou des vôtres. Ne votez pas que pour les vôtres, pour qu'on puisse en fait faire remonter celles qui sont les plus intéressantes pour l'ensemble de l'audience. Et on va essayer d'en traiter un maximum et de discuter ça de manière un peu plus interactive avec Aurore et Nicolas. Voilà. Donc on vous laisse 3 minutes. Alors, on va juste se présenter un peu plus parce que c'est vrai que ça a été fait un peu rapidement en introduction. Mais du coup, pour commencer, Arnaud l'a déjà dit, moi je suis docteur en sciences cognitives. J'ai fait ma thèse sur l'atténuation du changement climatique et sur les obstacles psychosociaux à la réduction de l'empreinte carbone. Et je suis aujourd'hui postdoc au LAPA, Laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée de l'université Gustave Eiffel. Voilà. Alors, moi, concrètement, je me suis intéressé il y a un peu plus de 2 ans à tous ces sujets psychologiques, en me disant, mais tiens, on a tellement de solutions, pourquoi est-ce qu'on ne les applique pas? Donc j'ai commencé à regarder, mais comment est-ce que le comportement change? Et donc à m'intéresser à tout ce qui est normes sociales. Donc j'ai créé un blog, et puis j'ai commencé à faire un peu des webinaires, conférences, etc. Et là, aujourd'hui, je songe à faire un doctorat un peu sur ces sujets. Et voilà. Nicolas Debré. Et du coup, Nicolas Spatola, donc je suis chercheur en sciences sociales de manière assez générale, dans le sens où j'ai plusieurs thématiques d'intérêt. Mon doctorat est en psychologie sociale et cognitive. Le labo dans lequel j'ai fait mon doctorat, en fait, avait la volonté de vraiment mélanger en fait, ces deux aspects. Et au sujet des problématiques environnementales, en fait, je m'intéresse au mécanisme de la transition, que ce soit au niveau institutionnel, administratif, mais aussi en fait, psychologique, comme les études ont pu le laisser penser. Et l'idée, c'est que dans l'institut dans lequel je travaille, donc, qui s'appelle Artimon Perspective,
on se pose des questions sur comment on peut accompagner ces processus de transition, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont en fait les limites à ce qui est présenté, ce qui est mis comme des possibilités, et savoir si ces possibilités sont pertinentes ou pas. On étudie, on essaye de faire quelque chose d'assez pluridisciplinaire pour mélanger en fait de la philosophie à l'ingénierie, en passant par l'histoire, la psycho, la géologie ou la géographie. En fait, ces problématiques-là, et dans une perspective en fait un peu à la Laurent Testo, de faire de l'histoire globale en somme. Voilà. Et on a pas mal de votes déjà. Alors, je vais commencer par lire la première question qu'a reçue 20. Ah, mais il faut que j'aille scroller sur l'ordinateur parce que vous avez fait des questions un peu longues. Alors, les médias et fictions favorisent la diffusion des normes et représentations sociales sur ce qui se fait couramment dans la société. Or, quand on regarde les propriétaires des médias français, Carte du Monde Diplomatique et Acrimed, ce sont beaucoup de grands PDG avec des objectifs qui peuvent être contraires à ceux de la transition climatique. Comment diffuser de nouvelles normes et représentations face à une telle puissance médiatique et arriver quand même au point de bascule? Est-ce que tu veux répondre d'abord sur la question des points de bascule, Nicolas? Oui, clairement, je parlais d'ignorance pluraliste et effectivement, je vous donnais l'exemple de l'étude avec la consommation d'alcool excessive. Donc on a quelque chose d'extrêmement visible, donc boire de l'alcool, ce qui va faire en sorte que les gens vont plus se conformer. Là ici, avec les médias qui sont détenus par certaines personnes, ça peut faire que certaines opinions peuvent être beaucoup plus visibles que les autres, qu'on peut potentiellement, c'est juste une hypothèse, mais qu'on peut confondre avec la norme. Donc penser que telle personne est bien, telle personne n'est pas bien, telle opinion est bien, telle opinion n'est pas bien. Donc ça peut effectivement avoir un impact. Maintenant, comment faire? Justement, face à des difficultés, généralement l'humain coopère. Donc là, il ne s'agit pas de ces personnes-là, mais donc de la société de manière générale. Aujourd'hui, il y a énormément de médias indépendants qui évidemment sont dans plus de difficultés que ceux détenus par des milliardaires. Il y a notamment, je pense, une initiative qui a été lancée il y a quelques jours qui s'appelle Coop Média, donc qui est une coopérative de médias indépendants que vous pouvez soutenir. Si vous googlez ça, je pense que vous allez la trouver. Donc ça, je pense que c'est une première très bonne piste pour essayer de contribuer à une information de qualité et indépendante. Voilà. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'effectivement, soutenir des médias indépendants au niveau individuel et puis les faire connaître dans son cercle, c'est une bonne piste. Et après, effectivement, il faudrait renforcer des politiques au niveau sociétal sur l'indépendance des médias. Là, on a vu que c'était peut-être pas terrible, mais il y a peut-être des efforts à faire au niveau institutionnel là-dessus. Je ne sais pas si tu as plus de pistes. Il y a un truc intéressant avec les médias, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs en fait, de la pensée dans la société française déjà. Donc il y a une droitisation des médias par exemple, mais pas une droitisation de la population française. Il y a plus de tolérance et d'acceptation en fait, dans la société française qu'il y a que ce qui apparaît en fait, dans les médias. Donc j'essaye de retrouver le nom du sociologue qui étudie ça, mais je n'y arrive pas. Donc Vincent Tiberge, voilà. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias, en fait, ils vont pas imprimer. Du coup, ça implique plusieurs choses, mais c'est que les médias n'impriment pas quoi penser. Enfin, ils n'impriment pas comment penser quelque chose, mais ils ont des effets de cadrage. Et c'est ça, en fait, le plus problématique, ce sont les effets de cadrage et qui dépriorisent des sujets qui sont priorisés ou surpriorisent des sujets qui sont sous-priorisés. Donc, par exemple, si dans les médias, ça n'arrête pas de parler d'immigration, ça va parler d'immigration, mais ça ne veut pas dire que les gens deviennent plus... ajoutez le qualificatif que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que les gens deviennent plus ça. C'est simplement qu'il y a un effet de cadrage et qui réduit le débat public à ces trucs-là. Et c'est ça, en fait, le gros problème. Donc, évidemment, c'est une problème de représentativité des médias. Et ça, normalement, on est censé avoir des instances qui gèrent ça. Et voilà. Alors, il y en a une autre qui a 20 votes. Que répondre à la rhétorique? À quoi ça sert de changer en France si les autres pays ne changent pas? Ne risque-t-on pas de se faire manger par la Chine, etc.
Ah, c'est marrant, moi j'ai répondu déjà à cette question récemment dans un documentaire. La question vient assez souvent, j'imagine que c'est des discours qu'on entend autour de nous. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Déjà, je pense rétablir un petit peu sur les chiffres, parce que souvent les émissions qui sont données en disant que la France c'est quelques pourcents d'émissions, que la Chine c'est bien plus. Il y a un cadrage qui est fait sur les émissions territoriales, mais c'est bien de regarder aussi la question sur les émissions par habitant, parce que l'empreinte carbone, l'empreinte carbone moyenne de la France, elle reste plus élevée que l'empreinte carbone de la Chine, donc ça pose plein de questions de justice sociale et environnementale. Pareil, il y a des questions de justice intergénérationnelle derrière, parce qu'en fait, quand on doit considérer ce que la France doit faire par rapport à d'autres pays, il faut le considérer dans une perspective historique du fait qu'on fait partie de grandes nations qui ont eu notre révolution industrielle tôt et qui ont contribué de manière disproportionnée aux émissions au niveau global. Je ne développe pas trop là-dessus parce que je pense que vous êtes assez au courant. La question, ça peut être, est-ce que mon auditeur en face ou mon auditrice, elle est réceptive à ces questions de justice intergénérationnelle et de justice sociale? Ça peut ne pas être forcément le meilleur cadrage à adopter. Il y a peut-être d'autres stratégies à adopter. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Enfin, moi, il y en a une qui m'avait plutôt convaincu, qui était de dire, en fait, c'est pas, si on prend cette question du carbone et qu'on se dit on va se faire manger, etc., voilà. Par contre, si on commence à réfléchir en tant que système, en se disant, de toute façon, on sait que notre système, il n'est pas résilient. On sait que en fait, si on continue dans l'état, avec le système qu'on a aujourd'hui, forcément, à un moment, ça va casser. Après, en fait, se dire la Chine le fait ou pas, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, c'est que déjà, nous, structurellement, on se dise, on arrive à faire quelque chose où ça tient ensemble et on ne se dit pas, en fait, comment ça va se passer dans 40 ans, est-ce qu'on aura toujours de l'eau à boire ou des choses comme ça. Et avoir en fait cette réflexion-là, c'est indépendant de la Chine. C'est pas, je sais que Jean-Marc Jancovici parle souvent de mimétisme, etc., mais on n'en est pas là du tout, en fait. Là, c'est vraiment, pour les ingénieurs qui sont ici, c'est simplement de se dire, on repense le système sur lequel on travaille. Et ce système-là, on essaie de l'optimiser pour qu'en fait, il soit résilient par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Et ça, en fait, c'est indépendant de la Chine. Donc, ce truc de si on fait la Chine, à la rigueur, eux, ils ne seront pas résilients, nous, on sera résilients. Voilà. Et peut-être un dernier truc à rajouter justement sur la composante sociale de l'action. Des arguments qui peuvent être un peu plus faciles, c'est de dire, écoute, tu fais ce que tu veux, mais si c'est des gestes individuels, par exemple, mais là, à ce niveau-là, on est peut-être de plus en plus à déjà agir. Moi, j'agis et d'autres agissent. Et ces arguments-là sont relativement faciles. Bon, évidemment, il faut vérifier les statistiques en amont, mais ça peut être utile. Voilà. Question suivante. Dans une société qui survalorise la consommation comme réussite sociale, comment change-t-on de normes sociales et crée-t-on d'autres comportements? Peut-être qu'il y a là aussi de l'ignorance pluraliste. Ouais, parce que c'est vrai que sur la question de la réputation, ce qu'on va faire, c'est de la consommation ostentatoire. On va acquérir des biens qu'on appelle les biens positionnels, qui vont un peu montrer, tiens, on est là sur l'échelle sociale. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué d'agir à l'inverse de ces choses-là, si on pense que les autres vont valoriser quelque chose. C'est pour ça que je parlais d'ignorance pluraliste. Peut-être qu'en fait, les préférences individuelles ont déjà changé, sont en train de changer, mais qu'on a l'impression que pour les autres, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'en fait, tout le monde valorise le fait de aller faire du maraîchage ou de changer de vie complètement, mais qu'on a l'impression que les autres ne le valorisent pas. Donc ça peut être ça, sur les vêtements aussi. Peut-être que si je porte des vêtements qui ont des trous, je pensais que les gens autour de moi vont penser que c'est pas bien, alors que peut-être que tout le monde en réalité s'en fout. Donc c'est aussi, ça peut faire écho à l'exemple que je mentionnais au début, sur le fait d'arroser sa pelouse ou pas. En fait, les gens ont bien conscience qu'il y a une sécheresse et qu'il ne faut pas arroser, mais on a peur de comment on va être vu par les autres. Donc s'il y a ces phénomènes d'ignorance pluraliste, on peut essayer en tout cas de faire des interventions pour les pallier. Voilà.
Oui, non, tout à fait, je pense que tu as raison. Enfin, du coup, l'intervention que tu avais dans ton exemple de mettre un panneau sur la pelouse qui dit « Ok, ma pelouse, elle est moche, mais je le fais parce que je participe à ce mouvement collectif », c'est une logique de rendre visible le fait que les personnes adhèrent à cette politique de conservation de l'eau et veulent montrer qu'elles font leur part du travail. Donc, je pense que ça peut être transposé à plein d'autres domaines de consommation. Il faut trouver des moyens de rendre ça visible dans l'industrie du vêtement, par exemple, le fait de valoriser des fripes ou des choses comme ça, du réemploi dans d'autres domaines avec des labels. Il y a pas mal de choses à imaginer, je pense, là-dessus. En fait, j'adhère évidemment aux propos de mes collègues et peut-être en addition, il y a tourner en dérision les comportements qui sont ostentatoires et ridicules. En fait, ça, c'est un truc qui est assez intéressant parce qu'on n'arrive pas à, en fait, à avoir on n'arrivera pas à avoir du raisonnement, enfin, un argumentaire qui va dénier en fait, le fait d'avoir un yacht, par exemple. Par contre, en fait, si on commence à le tourner en ridicule, que ça devient une blague, en fait, le fait d'avoir un yacht, là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant parce qu'on touche vraiment au réputationnel et c'est des choses, en fait, qui, dans une... pour des personnes qui ont une vision individualiste très verticale de je suis le meilleur, etc., en fait, ce truc-là peut être une menace assez forte. Et donc, potentiellement, en fait, l'humour peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a si vous vous intéressez à un peu la satire, etc., il y a une vidéo de Bolche Geek qui est sortie hier ou avant-hier qui traite de ce sujet-là. Et donc, ça nous a inspiré en fait une étude qu'on va potentiellement pousser sur le rôle de l'humour en fait sur la ridiculisation de comportements qui sont considérés comme extrêmement problématiques. Je vais lire la prochaine question. Est-ce que la recherche en psychologie s'intéresse à la manière dont l'art peut ou non changer les imaginaires collectifs? Est-ce que changer les imaginaires, cela marche? Moi, je n'ai pas trop de réponses, donc je vais peut-être te rendre la parole. C'est vrai que je veux juste souligner que cette question de changer les imaginaires, c'est un terme, je pense, qui est très plurisémique et qu'on peut imaginer plein de manières de le faire. Est-ce que c'est par des représentations visuelles? Est-ce que c'est par de la projection dans l'avenir, en décrivant des caractéristiques d'une société? Je pense tout à fait que l'art peut contribuer, mais ce n'est pas forcément mon domaine de spécialité, donc je vais laisser la parole à mon collègue. En termes d'art, à proprement parler, pareil, je ne sais pas en fait quels effets ont l'art sur les comportements sociétaux. L'art est marqué par les sociétés, donc je suppose qu'il y a un phénomène d'interaction qui peut être intéressant à étudier, et il y a forcément de la littérature là-dessus, on ne l'a pas creusé, désolé. Par contre, changer les imaginaires, ça dépend de ce qu'on met derrière, parce que vous pouvez vouloir changer les imaginaires pour quelque chose, d'autres personnes essayent de changer les imaginaires pour exactement l'inverse. Donc la question après, c'est lequel gagne, quoi. On ne peut pas le considérer dans l'absolu, encore une fois. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, je ne connais pas encore très bien la littérature là-dessus, mais il y a une croissance assez forte, je pense, d'études qui s'intéressent à la manière dont on se projette dans l'avenir et la manière dont les gens arrivent à imaginer des futurs désirables. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait l'ADEME en termes de scénarios pour la neutralité carbone en 2050. Ils ont fait 4 scénarios de neutralité avec différents gradients de à quel point c'est technologique ou pas. Bon, ça, ce n'est pas de l'art, mais ça reste un scénario. Et ensuite, on peut imaginer la science-fiction, ça encore plus concret, avec un récit qui permet de contribuer ensuite à l'imaginaire des gens. Il y a des études qui essayent de tester si des petites mises en récit de ces scénarios-là arrivent à augmenter un peu les intentions d'action des gens. Donc je pense qu'il y a des pistes là-dessus, mais c'est des recherches qui sont encore peut-être un peu balbutiantes ou alors que je ne maîtrise pas encore complètement, mais c'est certain qu'il y a plein de pistes à explorer là-dedans, je pense. Vous avez tout le groupe autour d'Alain Damasio qui fait exactement ça. Qui essaye de pousser pour du solar punk, des choses comme ça, et des nouveaux récits. Donc c'est intéressant à aller voir. Aujourd'hui, est-on proche du point de bascule social? C'est une très bonne question et c'est impossible de répondre à cette question-là. Non, mais par contre, ce que je peux dire en complément de ce que je disais, c'est que on parle. Il y a eu souvent ce chiffre de si 3,5% de la population agit de façon pacifique, on peut renverser un ordre établi. En fait, pour les normes sociales, chaque norme, dans chaque contexte,
va avoir un point de bascule qui est différent. Donc ça peut être, on peut parler de prendre l'avion, on peut parler de la viande, on peut parler de même des actions plus collectives, comme je montrais avec le village en Alsace. Donc ce genre d'initiative, mais c'est savoir quel point de bascule, sur quelle norme, sur le système de manière générale. C'est très compliqué. Par exemple, sur l'avion en Suède, vous avez eu un mouvement comme le Flixcam, donc c'était très mal vu, c'est très mal vu, je pense, je ne sais pas si c'est encore le cas, de prendre l'avion. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore spécialement matérialisé ici, mais peut-être que tout le monde le pense déjà, ça c'est possible. Mais que vu qu'on continue à voir les gens qui prennent l'avion, eh bien, d'autres continuent à le faire. Mais donc, est-ce qu'on est proche d'un point de bascule social? Je ne sais pas. Et je pense que c'est impossible à dire. Et ça dépend de quoi. Est-il concevable de renoncer volontairement à un confort? Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà renoncé à un petit élément de confort pour des questions environnementales. Voilà, il y a une main levée, mais je pense que si je demande à toutes les personnes qui ont un jour ont fait le choix je ne sais pas, rien que le fait d'amener ses propres contenants pour aller acheter du vrac dans un magasin, c'est quelque chose qui est une légère perte de confort qui peut être considérée comme telle par certaines personnes. Donc je pense que c'est tout à fait concevable. La question, c'est comment le faire accepter à toute la population. Et donc ça, il va y avoir des variations individuelles très, très fortes en fonction de contexte social et des croyances individuelles. Je m'arrête là, tu as d'autres... En fait, ça dépend comment on définit confort, je pense aussi, parce que ça va dépendre des populations auxquelles vous parlez. Et il y a aussi, en fait, c'est évidemment subjectif. Et donc peut-être pour les personnes qui se posent ces questions et qui ont mis un like, en fait, la question que vous pouvez vous poser, c'est de vous dire, voilà, il y a 3 trucs desquels je ne voudrais pas me passer. Genre ça, je ne veux pas m'en passer. Et de vous poser la question de pourquoi, en fait, je pourrais m'en passer. Ça, c'est intéressant comme exercice de pensée. Les dernières élections nous font penser que ce sont les idées d'extrême droite qui ont atteint un point de bascule. Comment le renverser? En fait, pas tellement, j'aurais envie de dire. Parce que si vous réfléchissez bien et si vous repensez en fait à historiquement ce qui s'est passé en fait avec notamment en Allemagne à des moments pas cool, la manière dont là, on va pas parler du gouvernement, on va parler des élections législatives, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on prend en fait le Rassemblement national au moment où il est le plus fort. Ensuite, on fait des élections législatives et on se rend compte que, il y a quand même, il y a une grosse division dans la société. Certes, ils ressortent comme le premier parti en fait, mais c'est en fait en considérant qu'il y a 70% des personnes qui ont voté, 70% des votants, pas 70% de la population française, 70% des votants qui n'ont pas voté pour ce parti-là. Donc ça veut dire qu'il est très minoritaire. Et ensuite, au moment où on disait, c'est bon, ils vont tout rafler, ils ont la majorité, etc., ils finissent 3e parti aux élections. En fait, en voyant qu'il y a un rejet relativement massif et majoritaire dans la société de ces idées-là. Donc certes, il y a en fait des aspects qui favorisent aujourd'hui l'extrême droite, mais en fait, politiquement, je pense que là, il faudrait vraiment quelqu'un qui fait de la science politique pour décortiquer ça, mais il y a des choses qui sont structurelles, qui sont amenées par des effets qu'on ne va pas maîtriser, qui sont les effets de cadrage, par exemple, dont on a parlé. Le fait que, par exemple, des sujets qui pourraient être attribués à la gauche, notamment l'écologie pendant les législatives, ça n'existait plus. Donc, il y a plein de problématiques comme ça qui sont à penser aussi. Et donc, penser que le Rassemblement, l'extrême droite de manière... Oui, parce que vaut mieux parler d'extrême droite maintenant. D'extrême droite, aujourd'hui, elle est dominante dans le pays. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'on voit en fait, et ce qui est retranscrit dans les médias qui est l'opinion majoritaire en fait, chez les individus. Donc, faut pas être... Surtout, en fait, c'est un truc important à mon avis, parce qu'il ne faut vraiment pas être défaitiste là-dessus. Il ne faut pas se démobiliser non plus, en fait, politiquement, parce que là, du coup, on aura des soucis.
Quel récit raconter aux climato-sceptiques pour qu'ils changent du coup? Aujourd'hui, dire que déjà X% de la population est convaincue qu'il y a un changement climatique, montrer qu'en fait on est déjà beaucoup. Si vous regardez des études comme celle que j'ai mentionnée avec les revenus, donc sur plus de 130 000 personnes dans le monde, là vous voyez que pratiquement 9 personnes sur 10, c'est 89% je pense, pensent que que le changement climatique est un problème important. Vous avez d'autres études aussi, je pense notamment à une qui a été réalisée sur 30 000 personnes aussi, et là on voit en France par exemple que plus de 8 personnes sur 10 considèrent que le changement climatique est un problème important. Donc là en fait, on est déjà assez que pour changer. Le climato-scepticisme, à mon opinion, c'est plus vraiment un problème. Les gens qui doivent changer, qui peuvent faire changer les choses de façon structurelle, ils sont au courant. Les climato-sceptiques, je ne pense pas que ce soit un véritable problème encore aujourd'hui. Mais ça, c'est juste mon opinion. En tout cas, on est beaucoup, donc s'il s'agit d'utiliser un argument, c'est dire, voilà, il y a déjà il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un problème et que c'est réel. Donc là, utiliser les normes sociales descriptives. Oui, tout à fait. Il y a les normes sociales descriptives et ce sur quoi on peut communiquer, qui a aussi montré son efficacité, c'est le niveau de consensus scientifique, parce que souvent il y a un peu d'incertitude dans le grand public pour les personnes qui ne sont pas forcément très éduquées au fait de ces questions-là. Il y a un peu une incertitude de à quel point ça fait consensus le fait qu'il y a vraiment un changement climatique d'origine anthropique et voilà que l'espèce humaine est vraiment responsable de ça. Et donc le fait de communiquer qu'il y a 97% des scientifiques sur la planète qui pensent qu'il y a vraiment un changement climatique d'origine anthropique, c'est quelque chose qui peut aider aussi à communiquer. Ce ne sont pas des méthodes qui sont infaillibles, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Il peut y avoir d'autres types d'interventions qui se développent, je pense, qui consistent aussi à discuter avec les personnes, à être plus dans un échange en face à face et dans une attitude qui soit de l'ordre de l'écoute et de l'ouverture et de chercher à aider les gens à sortir de leur bulle informationnelle, leur fournir des informations, à écouter les raisons de pourquoi ils sont climato-sceptiques, d'où ils tiennent ces informations. Je pense qu'il y a des conditions de dialogue qui peuvent être mises en place, mais ça c'est un peu plus dur à étudier, je pense, avec des méthodologies expérimentales, mais en tout cas il y a différentes informations à communiquer effectivement sur les normes sociales et le consensus scientifique qui peuvent marcher assez bien. Quel est le biais du décalage entre l'intention et l'action? C'est pas forcément un biais cognitif en tant que tel, c'est juste un écart qu'on constate. Et après, il peut être expliqué effectivement par un certain nombre de biais. C'est plutôt comme ça que je le formulerais. Donc effectivement, on observe ce décalage entre les bonnes intentions des gens et puis la réalité. Voilà, il peut y avoir les biais que j'ai cités peuvent être des obstacles. Les normes sociales peuvent être des obstacles à ce décalage entre intention et action. Comme tu l'as expliqué avec la question de la pelouse, on n'est pas face à des gens qui sont opposés à cette restriction. Le public connaît la sécheresse, ils savent que c'est quelque chose de grave, mais ils ne veulent pas le mettre en place, cette restriction sur l'arrosage de la pelouse, parce qu'ils ont cette peur d'être mal jugés par leurs voisins. Donc c'est un exemple d'aspects sociaux qui peuvent expliquer cet écart entre intention et action, pardon. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, il peut y avoir aussi, ça on en a un peu moins parlé, mais l'équité, ça revenait un peu genre pourquoi est-ce que moi je ferais des efforts si les autres n'en font pas. Donc c'est que les efforts doivent être répartis de façon équitable pour qu'on puisse agir. Le mouvement des Gilets jaunes, concrètement, c'est ça, c'est un effort qui est demandé à des populations qui sont moins responsables. Et donc là, ça c'est quelque chose qui peut expliquer aussi le décalage entre intention et action. Et avec l'effet meilleur que la moyenne que Aurore montrait, là, si on se dit ah mais moi je fais déjà autant, j'ai pas envie de faire plus, et si on a l'impression que les autres en font moins, à ce moment-là on a un problème. Mais ça c'est de nouveau de la perception.
J'ai entendu que certaines études montrent que l'abondance amène à la compétition versus rareté, où on voit apparaître des comportements de solidarité supérieurs. Où en est la recherche sur ces questions au sujet de l'individualisme vertical? En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de à quel point ça dure dans le temps, à quel point c'est répété. En fait. Donc, vous pouvez avoir des comportements de coopération qui s'amènent quand il y a une rareté de la ressource, du moment où ça ne s'étend pas dans le temps, puisqu'au bout d'un moment, en fait, vous avez justement simplement une compétition, on va dire, pour simplifier, de survie. Donc, celui qui a la ressource gagne et celui qui ne l'a pas perd. Et donc, sur du temps long, en fait, vous pouvez avoir ces problématiques-là. Ça peut aussi être modéré par la capacité à influencer l'environnement dans lequel s'exprime ce problème d'abondance. Typiquement, en fait, on a eu un problème d'abondance quand on était 5 millions sur cette planète. Et en fait, la manière dont on n'avait pas de quoi soutenir en fait, la population, et la manière dont on a résolu le problème, c'est en domestiquant la nature, en développant l'agriculture un peu partout dans le monde. Et, enfin, c'est moins linéaire que ça, évidemment, mais c'est un exemple d'adaptation de l'environnement pour éviter en fait, ce sentiment de compétition. Et donc là, ça suppose de coordonner des comportements, donc d'avoir plus de collectivisme, donc c'est une possibilité. Et encore une fois, oui, ça dépend vraiment de la culture dans laquelle vous allez imprimer ce truc-là. Et évidemment, c'est pas la même chose de produire en fait ce sentiment de rareté dans un supermarché. C'était en France avec le Nutella. Voilà, il y avait de la rareté de Nutella et du coup ça a été voilà. Et là c'est typiquement un sentiment de compétition vers le papier toilette pendant le Covid. Donc voilà, tout simplement. Donc et là ça n'a pas amené à des comportements coopératifs parce que en fait, y a un raisonnement qui est à ce niveau-là individualiste. Si vous le faites dans une société collectiviste, vous avez plus de chances qu'il y ait une structure qui soit déjà en place pour gérer ce type de problème, ou même que le sacrifice individuel fasse partie de quelque chose qui soit valorisé. Donc évidemment, en fait, toutes ces modérations sont à prendre en compte. Il y a plein de choses encore. En fait, je suis en train de penser à plein de trucs, mais si cette personne qui a posé cette question ou les personnes qui sont intéressées veulent discuter de ça après au bar dont j'ai oublié le nom, voilà. Et sur la coopération et l'entraide, il y a un livre assez sympa de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Peut-être qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà. Voilà. Est-ce que les diapos seront accessibles suite à cette conf? Oui. Et la vidéo sur YouTube. Quel est l'impact des médias et des réseaux sociaux dans la manipulation des opinions? On en a un peu parlé, mais peut-être que par rapport à ce que tu disais sur l'orientation vers les médias qui nous correspondent, etc., ça peut être intéressant. Je ne sais pas si j'ai tant de choses à ajouter. Tu veux développer un petit peu plus là-dessus, parce que je ne suis pas forcément une experte des questions de médias et de réseaux sociaux. Donc je crois que j'aurais juste à dire que ça peut jouer dans la manipulation, mais à quel point, à quel niveau, sur quel public, je n'ai pas tant de billets à ajouter. À ce niveau-là, ça me fait penser aux travaux de David Chavalarias, qui est un chercheur au CNRS, qui a écrit un livre qui s'appelle Toxic Data, et qui avait justement analysé l'impact des manipulations sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, de son algorithme particulièrement, qui promeut en fait du contenu extrêmement toxique, et l'impact de la Russie notamment sur la polarisation de l'opinion sur les sujets politiques en France. Mais en tout cas, son livre ne traite pas de ce sujet-là spécifiquement, mais il traite justement de la polarisation de l'opinion et de comment les réseaux sociaux vont impacter nos propres opinions. Donc, voilà. Le seul truc sur lequel j'ai travaillé, mais c'est peut-être pas directement relié, c'est comment la compréhension du fonctionnement de l'algorithme d'un réseau social change la manière dont les individus parlent et partagent de l'information, notamment en fait quand elle est politique. Et par exemple sur Twitch, vous avez des youtubeurs qui parlent de politique et qui ont en tête comment fonctionne le système de YouTube, comment ils doivent créer des shorts, etc.
Et du coup, en fait, ils vont structurer leur discours, consciemment ou non, par rapport à ça, ce qui change fondamentalement la manière dont on va présenter les choses. Et donc, il faut mettre de l'emphase, il faut mettre de l'émotion, il faut mettre en fait, plein de choses qui font que il peut y avoir en fait, un changement dans le discours, justement parce qu'on comprend comment la plateforme fonctionne. Et ça, c'est plus insidieux. Voilà. Dernière question. Dans l'état des connaissances actuelles, quels sont les outils et ou méthodes déployables et reproductibles pour influer sur un comportement à différents niveaux? Ouch. Bah, c'était un peu la présentation. Ouais, je pense qu'on a esquissé pas mal de pistes. Peut-être tu veux commenter sur la figure que tu as montrée, peut-être par rapport aux tailles des faits, des interventions qui facilitent l'accès, par rapport à des interventions de normes sociales. Je ne sais pas si tu veux redévelopper là-dessus, peut-être. Oui, effectivement, il y a des études comme ça qui justement cherchent à comprendre quelles interventions fonctionnent. Parce qu'il y a plein de mécanismes qui expliquent des comportements, mais quand on cherche à faire des interventions comportementales basées sur ces mécanismes-là, où on sait qu'ils expliquent des comportements, en fait, on va avoir des effets moindres. Et donc là, concrètement, c'est ce que j'essaie de montrer avec, en fait, utiliser des normes injonctives, donc ce que les gens pensent, ça ne va pas avoir spécialement d'effet. Utiliser de l'information, c'est vraiment nul pour faire changer les comportements. Utiliser les émotions, par exemple, ça aussi, ça va avoir des effets moindres. Mais modifier l'accès, par exemple, donc des infrastructures, ça va avoir plus d'impact sur les comportements. Maintenant, évidemment, ce genre d'études à prendre avec des pincettes toujours, mais en tout cas, il y a des pistes, effectivement. Et donc là, il s'agit vraiment d'intervention comportementale. Hein. Mais même l'information en tant que telle, on se dit, ok, mais ça n'a pas d'impact, alors qu'en fait, ça peut montrer qu'on est quelqu'un qui se soucie de l'environnement, ça peut donc rendre visibles certaines normes injonctives, qui est que je pense que le changement climatique existe, je pense que c'est bien d'agir contre le changement climatique, et qui derrière peuvent se traduire en d'autres actions aussi, mais qu'on peut plus difficilement quantifier, c'est tout à fait possible. Mais donc aujourd'hui, voilà, il y a des études sur les interventions comportementales, il y a des études sur les normes sociales, sur plein de choses. Donc là aujourd'hui, vous avez une bonne vision de certaines choses qui peuvent être utilisées, comme disait Aurore. Voilà. Après, on ne vous a pas fait un panorama exhaustif non plus de ce qui relève d'intervention dans le domaine des sciences comportementales, aussi parce que c'est ce que tu montrais avec la figure, c'est-à-dire que des interventions systémiques qui vont changer les politiques publiques au niveau global, elles vont tout de suite être plus efficaces quand on pense à la taxe carbone par rapport à des petites interventions localisées de normes sociales dans une cantine pour inciter les gens à prendre un repas végétarien. C'est sympa, mais ça a tout de suite, même si ça marche un petit peu, ça a tout de suite beaucoup moins d'impact que augmenter la taxe carbone au niveau national. Donc on a fait le choix aussi de peut-être pas trop développer sur tous ces aspects-là, aussi parce que même s'il y a des éléments assez prometteurs dans les interventions psychologiques et comportementales, c'est quelque chose qui montre aussi un petit peu ses limites quand c'est pas couplé à des interventions systémiques. Après, ça ne veut pas dire que dans les interventions systémiques telles que la taxe carbone, il ne faut pas prendre en compte la cognition humaine et les aspects psychologiques, parce que comme je vous l'ai dit, avec les exemples de technologie, on a l'impression que c'est une solution technologique, on ne pense pas à l'humain, mais derrière, il y a l'humain dans l'acceptabilité, la mise en place. C'est pareil pour la taxe carbone. On a parlé des gilets jaunes, mais il y a tout un tas de manières dont on peut concevoir la taxe carbone avec des caractéristiques qui sont plus acceptables pour la population. Typiquement, ce qu'avait proposé le gouvernement, Macron à l'époque où il y avait une augmentation de la taxe carbone, ça ne prenait pas en compte de la redistribution, alors qu'on sait qu'il y a une forte préférence de la population pour la redistribution ensuite des revenus de la taxe, pour des questions aussi de justice et d'équité. Donc voilà, il y a ces aspects-là à prendre en compte. Et on va peut-être clore maintenant parce qu'on a passé beaucoup de temps sur les questions, mais merci beaucoup de votre attention.